Je me souviens d'un après-midi, bien avant que tout ne bascule, assise à la terrasse d'un petit café parisien. La lumière tombait d'une certaine façon sur le boulevard, douce et indifférente. Je regardais Antoine, mon mari. Il parlait de son travail, de ses projets, de la façon dont le groupe Chevalier devait toujours projeter une image de force inébranlable. Sa voix était assurée, mais ses yeux cherchaient sans cesse l'approbation extérieure. J'ai écouté en silence. Pas par faiblesse, non. Mais parce que je voyais déjà, sans un mot, la distance qui se creusait entre l'homme qu'il voulait être et la réalité. Cet après-midi-là, dans le bruit léger des tasses et des conversations, j'ai compris qu'il jugeait le monde à sa surface. Il ne voyait jamais ce qui se cachait en profondeur, ce qui respirait au-delà des apparences. Il ne voyait pas vraiment qui j'étais, ni ce que je portais en moi. Et c'est cette cécité, cette incapacité à regarder au-delà, qui a commencé notre histoire. Une histoire où tout a fini par s'effondrer. Une histoire qui a pris naissance, ironiquement, dans le moment le plus fragile de ma vie. Avant de continuer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi doucement dans les commentaires d'où vous écoutez cette histoire, cela me ferait très plaisir. J'avais 40 ans. 40 ans et l'impression que le monde venait de s'arrêter de tourner, là, juste au pied de mon lit. Je m'appelle Solange Dubois, et à cet instant précis, je n'étais plus qu'une silhouette pâle, allongée dans une chambre d'hôpital, un peu trop luxueuse pour la douleur qui m'habitait. C'était une clinique privée, chic, en plein cœur de Paris. Mes triplés, mes petits, mes minuscules bébés, venaient tout juste de voir le jour, bien trop tôt, après une grossesse lourde et compliquée. Leurs cris, si faibles, si fragiles, résonnaient encore dans ma tête, comme une mélodie lointaine, une promesse incertaine de vie. Mon corps tremblait encore. Des tubes, des machines, des moniteurs m'entouraient, mais rien ne me semblait aussi suffocant que cet homme, grand, impeccablement vêtu, qui se tenait là. Antoine Chevalier. Mon mari. Le PDG du groupe Chevalier. Il n'a pas souri. Il n'a pas demandé comment je me sentais. Il n'a même pas jeté un regard à ces trois petites vies qui s'étaient battues pour respirer quelques minutes plus tôt. Non. Antoine a simplement posé un dossier épais sur ma table de chevet. Le bruit sec de la couverture en cuir, claquant dans l'air, était comme un fouet. Une image que je n'oublierai jamais. Signe cela, a-t-il dit, sa voix lisse, détachée, comme s'il discutait d'un contrat commercial, pas de notre mariage. Notre accord est terminé. Je ne peux pas construire mon avenir avec ce genre d'instabilité. Cette phrase, elle a transpercé mon corps engourdi par les médicaments. Je l'ai regardé, ma vision trouble. Était-ce la morphine qui brouillait ma perception, ou la douleur déchirante dans ma poitrine qui fracturait ma réalité? Je cherchais un signe, une trace de l'homme que j'avais aimé jadis. Celui qui murmurait des promesses sous les toits de Paris, qui pressait mes mains contre son cœur en jurant que je n'affronterais jamais le monde seul. Mais l'homme devant moi était un étranger. Un vide, une froideur. Derrière la vitre, je l'ai aperçu. Camille Leroy. Mon ancienne amie. Désormais, la compagne sophistiquée d'Antoine. Ce petit sourire en coin sur ses lèvres, il a confirmé toutes mes peurs. Elles ont atterri comme des flocons de neige glacée sur mon cœur. Ils avaient planifié cela. Ils attendaient mon moment le plus faible. Une infirmière s'est arrêtée à la porte. Ses yeux se sont écarquillés en voyant les papiers de divorce. Elle a dû voir la scène, comprendre en un instant. Mais Antoine s'est décalé, bloquant toute chance d'aide, toute étincelle de dignité que j'aurais pu espérer. Mon souffle s'est coupé. Mon monde s'écroulait en temps réel. Ma santé était fragile. Mes bébés luttaient pour leur vie. Mon mariage, détruit sans le moindre avertissement. J'ai levé une main tremblante vers ces papiers, ces feuilles de papier qui symbolisaient la fin de tout. Quelque chose, au plus profond de moi, s'est brisé.
Une fissure si profonde, si douloureuse, que je ne savais pas si je serais un jour entière de nouveau. Un sentiment de vide abyssal. Non pas une douleur vive, mais une absence, comme si une partie essentielle de moi venait d'être arrachée, sans bruit, sans bruit. Le silence qui a suivi, un silence épais, lourd, pesant comme le destin. Le silence qui a suivi les pas d'Antoine était bien plus lourd que l'air stérile de cette unité postpartum. Quand la porte a finalement claqué, j'ai eu l'impression que le monde entier s'était effondré, me laissant piéger dans un tunnel étroit, fait de douleurs sourdes et de cette lumière fluorescente, si froide. Mon souffle s'est étranglé. J'étais là, impuissante, mon corps encore engourdi par l'épidurale, mon esprit luttant pour saisir ce qui venait de se passer. Quelques heures auparavant à peine, je me battais pour ma propre vie. Les complications liées à la naissance de mes triplés avaient failli m'emporter, me laissant flotter dans un brouillard, entre la conscience et le néant. Je me souvenais des médecins qui criaient, des alarmes qui retentissaient, puis du noir. Et maintenant, en émergeant de cette obscurité, je n'étais pas accueilli par le confort ou l'amour, mais par une trahison livrée avec une précision chirurgicale, presque corporative. Une infirmière est entrée doucement. Son expression était un mélange étrange de pitié et d'indignation. « Madame Dubois, vous allez bien ? Dois-je appeler quelqu'un pour vous ? » J'ai essayé de parler, mais ma gorge était sèche, à vif. Tout ce que j'ai pu faire fut un faible signe de tête. Je ne voulais pas que quelqu'un d'autre me voie m'effondrer. Pas encore. L'infirmière a hésité, puis a ajusté délicatement mes couvertures. « Vos bébés sont stables », a-t-elle murmuré. « Ils sont forts, tout comme leur mère. » Ces mots ont frappé plus fort que prévu. Forte. Je ne me sentais pas forte. Je me sentais abandonnée. La silhouette d'Antoine résonnait encore dans mon esprit, son regard froid, son refus même de jeter un coup d'œil aux 3 petites vies que nous avions créées ensemble. Je me souvenais de la façon dont il parlait de famille autrefois, comment il imaginait apprendre à nos enfants à nager dans notre villa sur la Côte d'Azur. Tout cela me semblait maintenant une blague cruelle. Dehors, dans le couloir, j'ai entendu des voix indistinctes. Le rire reconnaissable de Camille Leroy a flotté jusqu'à moi, comme un miel empoisonné. « Alors, c'est fait ?» a demandé Camille. « Fait ?» a répondu Antoine, son ton plat. « Elle est trop fragile pour la vie que je construis. » Groupe Chevalier n'a pas besoin de passifs émotionnels. Passifs émotionnels. C'était donc ce que j'étais devenu pour lui. J'ai pressé ma main tremblante contre ma poitrine, sentant quelque chose en moi se fracturer à nouveau. Mais les mots suivants de Camille ont tranché encore plus profondément. « Et les bébés ?» a-t-elle demandé avec une désinvolture déconcertante, comme si elle parlait de la météo. Antoine a expiré. On s'occupera de la garde plus tard. Pour l'instant, la presse doit me voir comme un père responsable. Une image stable est essentielle avant l'hypo. L'infirmière, qui avait tout entendu depuis la porte légèrement entr'ouverte, s'est raidie. Elle m'a lancé un regard horrifié avant de s'éloigner silencieusement, comme si elle craignait que la vérité ne m'anéantisse davantage. Mes larmes ont finalement coulé, non par faiblesse, mais à cause de la réalisation insupportable que mon mari avait transformé mes enfants en outils pour sa réputation. Je n'étais pas seulement indésirable. J'étais jetable. Mais mon chagrin a été rapidement remplacé par autre chose. Une douleur sourde, brûlante. Le genre qui commence dans les os et se propage jusqu'à devenir une résolution froide. Je ne savais pas à quoi ressemblerait mon avenir. Je ne savais pas comment je protégerais mes bébés. Tout ce que je savais, c'est que je ne pouvais pas rester ici. Pas dans cet endroit où ma douleur était devenue un divertissement pour ceux qui me voulaient du mal. Alors que j'essayais de maîtriser ma respiration, la porte s'est ouverte à nouveau. Mais ce n'était pas l'infirmière. C'était une silhouette que je n'avais pas vue depuis des années. Quelqu'un que personne ne s'attendait à voir apparaître.
et le regard dans ses yeux ne disait qu'une chose. Cette trahison ne resterait pas impunie. L'homme se tenant dans l'embrasure de la porte n'était ni un médecin, ni une infirmière, ni personne que j'attendais en mon heure la plus fragile. C'était Elias Grant, le conseiller juridique principal du groupe Chevalier. Un homme connu pour son professionnalisme glacial et sa loyauté légendaire envers Antoine. S'il était là, cela signifiait que quelque chose de profondément dérangeant était en jeu, bien au-delà d'une simple trahison, quelque chose de calculé. Elias est entré, refermant la porte doucement derrière lui. Son visage, habituellement aussi illisible que la pierre, arborait une tension inhabituelle. « Solange, je ne devrais pas être ici, mais vous méritez de connaître la vérité avant qu'il ne soit trop tard. » J'ai dégluti difficilement. Quelle vérité? N'est-ce pas déjà assez qu'il m'ait quitté le jour de la naissance de nos enfants? Elias a expiré lentement, comme s'il luttait contre sa propre conscience. Antoine n'a pas pris cette décision aujourd'hui. Il a planifié votre éviction il y a des mois. Dès l'instant où il a soupçonné que votre grossesse compliquerait l'image de l'entreprise pendant l'hypo, il a commencé à se préparer. Mon pouls a flanché. Il avait planifié cela, chaque détail. Elias a confirmé. Il pensait que vos problèmes de santé pendant la grossesse feraient de vous un passif. Les investisseurs veulent un PDG qui semble stable, contrôlé, intouché par les complications personnelles. Il a fait une pause. Antoine pense que la souffrance rend une personne faible. J'ai tressailli. Faible? Il avait toujours craint la vulnérabilité, surtout la mienne. Mais l'entendre de la bouche de quelqu'un d'autre rendait la vérité encore plus cruelle, plus acérée. Elias a continué, baissant la voix. Il y a plus. Camille Leroy n'est pas seulement sa partenaire. Elle l'aide à manipuler les récits médiatiques depuis près d'1 an. Chaque article flatteur sur Camille, chaque critique subtile à votre égard, ce n'étaient pas des coïncidences. J'ai cligné des yeux, essayant d'absorber la profondeur de cette révélation. Elle était mon amie, j'ai murmuré, ma voix brisée. Elle m'a tenu la main à mon mariage. C'est pourquoi elle lui était si utile, a dit Elias doucement. Les gens font confiance à ce qui vient d'un visage familier. Ma poitrine s'est serrée. La trahison d'un mari était cruelle. La trahison d'une amie était fatale. Dehors, dans le couloir, les lumières ont vacillé alors qu'un chariot de nettoyage roulait. La vie continuait comme si la mienne ne venait pas d'être déchirée. Mais Elias n'avait pas terminé. Antoine fait également face à une crise financière silencieuse, a-t-il dit. Le groupe Chevalier perd des investisseurs depuis des mois. Il vous a reproché la distraction, la grossesse, les complications, le repos forcé. Il a dit au conseil d'administration que vous épuisiez son énergie, nuisiez à sa concentration. Une vague de nausée m'a envahi. Alors il m'a jeté pour se sauver lui-même. Il croit que c'est la seule voie à suivre, a dit Elias. Et il croit que le public se rangera de son côté si vous semblez émotionnellement instable après le divorce. Un frisson m'a parcouru. C'est pourquoi les journalistes devant l'hôpital m'avaient regardé avec une curiosité si perçante. Camille avait déjà tressé son histoire. Je n'étais pas seulement abandonnée. On me peignait comme fragile, dramatique, incompétente, un passif. Pourquoi me dites-vous cela? J'ai murmuré. Elias a hésité. Parce que j'ai vu ce qu'il est devenu, et parce que quelqu'un d'autre, quelqu'un avec beaucoup plus d'influence qu'Antoine, ne le laissera pas vous détruire. Ses yeux se sont tournés vers la fenêtre, comme s'il s'attendait à voir quelqu'un apparaître. Mon cœur s'est emballé. Qui? Elias s'est approché. La personne qui a surveillé chaque mouvement du groupe Chevalier. L'homme qu'Antoine craint plus que de perdre son empire. Il s'est penché, sa voix à peine audible. Votre père. J'ai regardé Elias, mon pouls martelant mes oreilles. Mon père.
Monsieur Bertrand Dubois, l'homme qui avait manqué ma remise de diplôme, mes expositions d'art, mon dîner de fiançailles, et presque tous les jalons importants de ma vie, me surveillait soudainement maintenant. Cela n'avait aucun sens. Mon père ne m'a pas parlé depuis des mois, j'ai murmuré. Pourquoi s'impliquerait-il maintenant? La mâchoire d'Elias s'est serrée. Parce qu'il ne connaissait pas la vérité avant ce soir. Mon souffle s'est coupé. La pièce a légèrement basculé sous le poids de l'épuisement et du choc. Après des années de distance, de silence et de formalités froides, pourquoi Monsieur Bertrand se soucierait-il maintenant? Après tout ce qu'Elias avait raconté, je me suis demandé, vous, ceux qui m'écoutez, avez-vous déjà ressenti cela? Avez-vous déjà eu l'impression d'être un pion, dans un jeu bien plus grand, joué par des personnes que vous aviez cru connaître le mieux? Cette solitude, elle est lourde, n'est-ce pas? Vraiment lourde. La respiration m'est revenue difficilement. Elias a continué. Antoine pensait qu'en gardant votre état secret, il empêcherait votre père d'intervenir, mais quelqu'un a fait fuiter le rapport d'admission à l'hôpital au siège de sa holding. Quand votre père a lu « Travail prématuré, triplé, état critique », il a quitté une réunion du conseil d'administration en pleine phrase. J'ai essayé de digérer l'idée de Monsieur Bertrand Dubois, cet homme formidable, impassible, toujours impeccable dans ses costumes de charbon sur mesure, sortant en trombe d'une pièce à cause de moi. Cela ne correspondait pas. Pas à l'homme avec qui j'avais grandi. Pas au père qui exigeait la perfection et offrait si peu de chaleur en retour. Il est en route, a ajouté Elias. Il sera là dans l'heure. Ma poitrine s'est serrée. Je ne savais pas si je devais ressentir du soulagement ou de l'appréhension. Le bruit de talons claquant dans le couloir a interrompu mes pensées. Les pas étaient nets, confiants, pleins d'intention. Camille Leroy. Sa voix a traversé les fines cloisons de l'hôpital, la soie enroulée autour de l'arrogance. Je me fiche de savoir comment elle va, a dit Camille sèchement à quelqu'un. Nous avons besoin qu'Antoine soit prêt pour la presse d'ici le matin. Cette vague de sympathie qu'elle reçoit en ligne, elle se termine ce soir. Ma gorge s'est serrée. Le monde avait à peine appris que j'avais accouché, et Camille planifiait déjà ma chute. Elias a bougé, jetant un coup d'œil vers la porte. Vous devez comprendre, Antoine se prépare à vous retirer du récit public. Il veut la garde complète, non pas parce qu'il aime les enfants, mais parce que cela maintient son image de père célibataire dévoué, lançant une hypo historique. J'ai fermé les yeux, refoulant les larmes. Je me souvenais des promesses qu'Antoine m'avait faites au début de notre mariage. Les doux touchés, les rêves murmurés, les dîners surplombant les toits de Paris. Comment tout cela était-il devenu ça? Votre père est au courant de la manipulation de l'hypo, a dit Elias doucement. Il sait qu'Antoine a falsifié des projections. Il connaît les dettes cachées dans les comptes des filiales. L'effondrement d'Antoine est imminent, et votre père a l'intention de l'accélérer. Mes paupières ont frémi. Monsieur Bertrand Dubois n'avait jamais rien fait sans but. S'il entrait dans cette guerre, le champ de bataille allait changer. Un léger bip venant de la pouponnière a résonné dans le couloir, attirant mon attention. Mes bébés, leur petit corps fragile, leur avenir incertain. Elias s'est rapproché, son expression s'adoucissant. Solange, vous avez plus de pouvoir que vous ne le pensez. Le groupe Chevalier est construit sur l'illusion que vous êtes remplaçable, que vous n'avez pas d'alliés, que votre père n'agira pas. Mais Antoine s'est gravement trompé. J'ai dégluti, ma main tremblant alors qu'elle effleurait le bord de ma couverture. Quoi? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Elias a hésité. Maintenant, Monsieur Bertrand va affronter Antoine, et Antoine réalisera que la seule personne qu'il a sous-estimée est la seule personne qui peut le détruire. Mon cœur battait la chamade. Un coup soudain a résonné contre la porte. Pas Camille, pas une infirmière.
Une voix grave et autoritaire a retenti à travers le bois épais, une voix que je n'avais pas entendue depuis des années. Solange, c'est votre père. Ouvrez la porte. J'ai à peine pu lever la tête lorsque mon père est entré dans la pièce. Monsieur Bertrand Dubois, une figure imposante aux cheveux argentés, un manteau bleu marine sur mesure, et l'autorité silencieuse d'un homme habitué à remodeler des empires, s'est arrêté au pied de mon lit. Un instant, il m'a simplement regardé, non pas avec l'évaluation froide dont je me souvenais de mon enfance, mais avec quelque chose de plus lourd, quelque chose qui ressemblait presque à du regret. « Solange » a-t-il dit doucement. J'ai été aveugle. J'aurais dû être là plus tôt. J'ai cligné des yeux. Ces mots me semblaient irréels venant de lui. Monsieur Bertrand n'avait jamais présenté d'excuses. Pas aux membres du conseil, pas aux ennemis, certainement pas à sa famille. Mais j'étais trop épuisé, trop brisé pour l'assimiler. Mon corps tremblait du traumatisme de la naissance, de la trahison, et maintenant du poids de la présence inattendue de mon père. Je ne peux pas rester à Paris, j'ai murmuré, ma voix se brisant. Pas comme ça. Monsieur Bertrand s'est rapproché. Vous ne resterez pas ici une heure de plus. J'ai organisé un transport privé, du personnel médical, la sécurité, tout ce dont vous et les enfants avez besoin. J'ai grimacé en essayant de bouger. Je ne peux pas le combattre en ce moment, père. Je n'ai même pas la force de me lever. Vous n'avez pas besoin de force, a-t-il répondu. Vous avez juste besoin de temps. J'ai détourné le regard, ma poitrine se serrant d'humiliation. Antoine pense que je suis faible. Camille met déjà en place le récit. Ils me détruisent dans la presse. J'ai vu les titres, a dit monsieur Bertrand avec franchise. Épouse troublée lutte après une grossesse difficile. Ils veulent que le monde croie que vous êtes instable, et le monde le croira, si vous restez ici. Il n'était pas cruel. Il était honnête. C'était sa manière. J'ai senti les larmes me brûler les yeux. Pour la première fois depuis l'accouchement, je me suis autorisée à pleurer, non par peur, mais par la réalisation que je n'avais plus nulle part où me tenir. Monsieur Bertrand a regardé, son expression tendue. Puis, de manière inattendue, il a tendu la main et a posé une main sur mon épaule. « Laissez-moi arranger ça », a-t-il dit. « Venez avec moi. Rétablissez-vous. Quand vous serez prête, nous l'affronterons ensemble. » Sa voix portait une assurance que seul le pouvoir pouvait donner. Mais ce n'était pas son influence dont j'avais besoin. C'était l'évasion. Une infirmière a amené une petite nacelle contenant mes 3 bébés délicats. La vue d'eux, de leurs minuscules visages, de leurs petits poings, se battant pour la vie, a ouvert quelque chose en moi. Je ne veux pas qu'ils grandissent ici, j'ai murmuré. Pas dans un monde où leur père traite les gens comme des actifs. Monsieur Bertrand a hoché la tête. Alors nous partons ce soir. Le plan a été mis en œuvre rapidement, comme si l'univers attendait que je prononce ces mots. L'équipe de sécurité de monsieur Bertrand m'a escorté par un couloir de service privé normalement utilisé par les fournisseurs de l'hôpital. Aucun journaliste ne m'a vu. Aucun membre du personnel n'a remis en question mon départ. En moins de 30 minutes, Solange était installée en toute sécurité à l'intérieur d'un long SUV noir. Mes enfants rattachés en toute sécurité à côté de moi, les tubes à oxygène bourdonnant doucement. Alors que le véhicule commençait à rouler, j'ai regardé l'hôpital s'estomper derrière moi, un lieu de naissance, de mort et de trahison. Je me sentais comme un fantôme quittant sa propre vie. Les toits de Paris scintillaient au loin, froids et indifférents. Je ne savais pas où mon père m'emmenait. Je m'en fichais. Tout ce que je voulais, c'était le silence, l'espace, une chance de respirer. Mais juste au moment où nous traversions un pont hors de Paris, le téléphone de monsieur Bertrand a vibré. Ses yeux se sont durcis en lisant le message. Il s'est tourné vers moi, la voix sombre. « Solange.
Antoine vient de déposer une requête d'urgence. J'ai figé. Pourquoi faire? Monsieur Bertrand a baissé le téléphone. Il essaie de prendre les bébés ce soir. Mon cœur a vacillé alors que les mots de mon père s'enfonçaient. Antoine essayait de prendre les bébés ce soir. Avant même que j'aie eu la chance de les tenir correctement. Le SUV a fait un léger écart. Monsieur Bertrand a aboyé des instructions à son équipe de sécurité. Accélérez, et tenez 4 gardes supplémentaires en attente. Sa voix était nette, contrôlée, mais en dessous, une pointe de panique tremblait. Pour un homme comme Monsieur Bertrand Dubois, la panique était rare. Cela seul m'a terrifié. J'ai fixé mes enfants, 3 petites poitrines se levant et s'abaissant rythmiquement à l'intérieur de leur nacelle à température contrôlée. La pensée d'Antoine, de Camille, n'importe où près d'eux, m'a fait frissonner. Pourquoi fait-il ça? J'ai murmuré, agrippant la couverture drapée sur mes jambes. Monsieur Bertrand m'a jeté un bref regard. Parce que s'il obtient la garde, il contrôle le récit. Un père célibataire abandonné par sa femme instable. C'est l'histoire de relations publiques dont il a besoin. Sa mâchoire s'est serrée. Et le conseil du groupe Chevalier se ralliera derrière lui. J'ai fermé les yeux. La douleur, physique et émotionnelle, montait comme une vague que je ne pouvais retenir. Je ne peux pas le combattre comme ça, j'ai murmuré. Je ne peux même pas m'asseoir sans aide. La voix de mon père s'est adoucie, perdant son acier habituel. Vous n'avez pas à le combattre maintenant. Vous avez besoin de survivre. Nous protégerons les enfants légalement et physiquement jusqu'à ce que vous soyez prête. Mais je n'écoutais plus. La montée d'adrénaline avait épuisé le peu de force qu'il me restait. Ma respiration est devenue superficielle, ma vision floue. J'ai agrippé le bord du siège alors que ma poitrine se serrait douloureusement. Papa, je ne me sens pas bien. Monsieur Bertrand s'est immédiatement penché vers moi. Restez avec moi, Solange. Concentrez-vous sur ma voix. Mais mon corps s'arrêtait. Le traumatisme de l'accouchement, la perte de sang, le choc émotionnel, tout a convergé en même temps. L'intérieur du SUV a tourné en cercle lent et nauséabond. Un médecin, assis à l'avant, a entendu l'agitation et est monté à l'arrière. Elle est en train d'avoir un incident. De l'oxygène, vite. Un masque à oxygène a été pressé sur mon visage, mais même respirer était comme se noyer. Mes bras tremblaient de manière incontrôlable. Je ne veux pas mourir, j'ai haleté. Mes bébés, ils ont besoin de moi. Vous ne mourrez pas, a grogné Monsieur Bertrand, bien que la peur ait assombri ses yeux. Je ne vous perdrai pas. Pas encore. Le médecin a vérifié mes signes vitaux, secouant la tête. Sa tension artérielle chute. Elle a besoin d'un environnement contrôlé. Nous devons nous arrêter. Nous ne pouvons pas nous arrêter, a aboyé Monsieur Bertrand. Les gens d'Antoine nous rattraperont. Vous savez ce que cela signifie. Je les entendais à peine. Mon esprit dérivait vers mes enfants. Petits et innocents. Leur visage flou à travers mes larmes. Je les avais portés pendant des mois, enduré des complications, accepté chaque aiguille, chaque risque. Je ne pouvais pas les perdre maintenant. Ni à Antoine, ni au destin. Ma gorge s'est serrée alors qu'une autre vague de vertige me submergeait. Je n'y arrive pas, je n'arrive pas à respirer. Le médecin m'a injecté quelque chose dans ma ligne intraveineuse. Restez éveillée, Solange. Battez-vous. Mais ma force s'échappait comme du sable entre mes doigts. Mes paupières ont flotté. Ma tête est tombée sur le côté. Solange, a crié mon père, me serrant les épaules. N'osez pas les abandonner. N'osez pas m'abandonner. Mon monde s'est estompé dans un tunnel étroit de lumière, mon pouls éteignant dans mes oreilles. Puis, tout est devenu noir.
Le médecin a pressé ses doigts sur mon cou et a levé les yeux brusquement. Monsieur, elle est inconsciente et nous manquons de temps. Monsieur Bertrand a regardé à travers la vitre obscurcie, la mâchoire serrée, les yeux brûlants. Il n'avait pas le choix. Il a donné l'ordre. Emmenez-la chez le seul homme qui puisse la garder en vie. J'ai dérivé entre la conscience et l'inconscience tandis que le SUV filait dans la nuit. Je ne savais pas où nous allions ni même si j'étais encore en vie. Mon esprit flottait entre des images, les visages fragiles de mes bébés, les yeux froids d'Antoine, le sourire triomphant de Camille, chacun coupant plus profondément que le précédent. Le SUV s'est finalement arrêté. Je me suis senti soulevé, des voix se mêlant au bourdonnement des moteurs et au bruissement du vent côtier. Où que nous soyons, ce n'était pas un hôpital. Ça sentait le cèdre, le sel marin, et quelque chose de vaguement familier que je ne pouvais pas situer. Bougez-la avec précaution, a ordonné quelqu'un. Ce n'était pas la voix de mon père. C'était plus profond, plus chaleureux, agacé, mais avec une pointe d'inquiétude. J'ai forcé mes yeux à s'ouvrir, luttant pour m'ancrer. Le monde est apparu, une pièce au plafond haut, un éclairage doré et doux, des murs tapissés d'art abstrait, et d'immenses fenêtres donnant sur des vagues sombres s'écrasant contre des falaises. Je connaissais cet endroit, ou plutôt, je connaissais l'homme qui le possédait. Raphaël, j'ai murmuré faiblement. Raphaël Mercier, l'allié le plus fidèle de mon père, bien que je ne l'ai pas vu depuis près d'une décennie. Un investisseur technologique autodidacte, un nom murmuré dans les couloirs du pouvoir, un homme avec assez d'influence pour rendre les PDG nerveux et les gouvernements prudents. Il était aussi la seule personne qui s'était souciée de moi bien avant qu'Antoine Chevalier ne sache que j'existais. Raphaël s'est avancé à mes côtés, les manches retroussées, les yeux vifs avec une urgence à peine contenue. Solange, regarde-moi. Reste éveillé. Sa voix a voyagé à travers moi comme une amarre, me tirant de l'abîme. Il semblait plus âgé que dans mes souvenirs. Des épaules plus larges, une mâchoire définie, les mêmes yeux noirs intenses qui me faisaient jadis frissonner l'estomac. J'avais oublié ses yeux. Oublié à quel point il me voyait profondément. Il s'est tourné vers le médecin. Quelle est sa tension ? Basse et en chute, a répondu le médecin. Elle a besoin de stabilisation, de liquide et de repos. Le traumatisme émotionnel aggrave le choc. Raphaël a marmonné un juron, puis a soulevé ma main doucement, comme s'il craignait que je ne me brise. Vous n'auriez pas dû être seul à travers tout cela, a-t-il dit doucement. Ni avant, ni maintenant. J'ai essayé de parler, mais ma voix s'est brisée. Mes bébés. Ils sont ici. En sécurité, m'a assuré Raphaël. Bien que la tension tendait sa voix. Votre père les a tous les trois amenés. Ils sont dans la pouponnière au bout du couloir, surveillés, protégés. Les larmes ont embué mes yeux, le soulagement se mêlant à l'épuisement. J'ai essayé de m'asseoir, mais Raphaël a posé une main ferme sur mon épaule. Non. Vous avez trop perdu de sang. Reposez-vous d'abord. Mon père est entré ensuite, son visage sévère marqué par la fatigue. Raphaël a le meilleur personnel médical en stand-by, a-t-il dit. Vous êtes en sécurité ici. J'ai regardé entre eux, le père qui ne s'était jamais montré avant ce jour, et l'homme qui m'avait jadis aimé en silence et à distance. Le contraste m'a frappé douloureusement. Pourquoi ? Pourquoi m'amener à lui ? J'ai murmuré. Monsieur Bertrand a expiré lentement. Parce que c'est la seule personne en qui j'ai confiance pour vous protéger d'Antoine. La mâchoire de Raphaël s'est serrée. Antoine a fait un mouvement ce soir. Il a tenté de prendre la garde pendant que vous étiez inconsciente. Ce n'est pas du désespoir. C'est un homme qui se prépare à la guerre. Mon pouls tremblait. Je me suis sentie soudain plus petite, plus fragile que jamais. Je n'ai plus rien pour me battre. Raphaël s'est penché,
écartant une mèche de mes cheveux avec une tendresse surprenante. Vous avez plus que vous ne le pensez, mais pour l'instant, vous avez besoin de récupérer. Reposez-vous, guérissez. Quand vous serez prête, nous reprendrons tout ensemble. Sa voix contenait quelque chose de stable, d'imbranlable, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. La sécurité. Les premières semaines se sont écoulées dans une sorte de bulle, une quiétude étrange au sein de la villa de Raphaël, là, sur cette côte normande, où l'océan semblait murmurer des secrets anciens. Mon corps, qui avait tant souffert, commençait à retrouver un semblant de force. Les médecins et les infirmières, discrètes et compétentes, veillaient sur moi. Je me souviens des matins où la lumière douce filtrait à travers les grandes baies vitrées, et de ce sentiment, si ténu au début, de pouvoir respirer un peu mieux, de sentir le sang circuler de nouveau, même si tout restait encore si fragile. C'était une lente résurrection physique, un pas minuscule chaque jour vers un retour à moi-même. Mais la guérison physique n'était qu'une partie du chemin. Mon esprit, lui, était un champ de bataille silencieux. Les séances avec la thérapeute, douce et attentive, m'ont aidé à démêler les fils emmêlés de la trahison d'Antoine, de l'amertume laissée par Camille, et de cette peur viscérale de perdre mes enfants. J'ai appris à accueillir la douleur, à la regarder sans la laisser me submerger, sans la laisser me définir. Elle était là, comme une cicatrice invisible, mais elle ne commandait plus tous mes gestes. Je me suis accroché à mes bébés, leur présence dans la pouponnière voisine étant mon ancre, ma raison de me relever. C'est là, dans cet abri inattendu, que Raphaël a commencé ce que j'appelais, en mon fort intérieur, mon réapprentissage. Il ne s'agissait pas de me rendre dangereuse, non. Il s'agissait de me rendre éclairée, prudente. Il passait des heures avec moi, patiemment. Il m'expliquait les rouages complexes du monde financier, les subtilités des rapports d'entreprise, la manière de décortiquer une structure de holding, d'anticiper les coups d'un adversaire invisible. Chaque chiffre, chaque terme technique, devenait une pièce d'un puzzle que je devais maîtriser. Raphaël disait souvent, d'une voix posée, « Solange, la connaissance est la plus élégante des défenses. » Je buvais ses paroles, comme une éponge assoiffée. Chaque soir, je me sentais un peu plus forte, un peu moins brisée. Une nouvelle facette de moi-même se révélait, une aptitude à comprendre ce monde des affaires, qui m'avait toujours semblé lointain. Mon père, Monsieur Bertrand Dubois, restait en retrait, discret. Il supervisait tout à distance, mais sa présence était un pilier. Il venait me voir, parlait peu, mais ses yeux disaient tant. Il s'assurait que mes enfants ne manquaient de rien, que je ne manquais de rien. Le silence entre nous, jadis si pesant, commençait à s'alléger, à se remplir d'une compréhension mutuelle. Une guérison lente, fragile, mais réelle, s'opérait entre un père et sa fille qui avaient perdu tant d'années. Un soir, après avoir examiné des documents délicats révélant des malversations au sein du groupe Chevalier, Raphaël a posé sa main sur la mienne. Ses doigts étaient chauds, rassurants. « Solange » a-t-il murmuré, son regard intense planté dans le mien. « Vous n'êtes plus la femme qu'il a abandonnée. Vous devenez quelqu'un de bien plus redoutable. » Ces mots, ils ont fait éclore une étincelle, une lueur d'espoir nouvelle dans ma poitrine. Un sentiment que quelque chose, après tout, était possible. Mais cette lueur a été de courte durée. Juste au moment où je m'apprêtais à lui répondre, la porte du bureau s'est ouverte en trombe. Mon père, son visage pâle, ses traits tirés, s'est précipité. Son calme habituel avait disparu. « Allumez les nouvelles », tout de suite, a-t-il lancé d'une voix aiguë. Le téléviseur s'est allumé, et l'écran a explosé. Une alerte d'information, en direct. Mon souffle s'est glacé. Antoine Chevalier venait de m'accuser publiquement, de l'enlèvement de mes propres enfants. L'accusation d'Antoine a frappé comme une bombe silencieuse. Solange Dubois enlève ses propres enfants. Enquête exclusive en cours.
Le titre clignotait sur toutes les grandes chaînes d'information. Des images d'Antoine, debout solennellement devant un palais de justice, ont suivi. Les caméras l'assaillaient comme des vautours. Il parlait dans les microphones, avec une tristesse soigneusement étudiée. « Mes enfants ont été emmenés sans ma connaissance », a-t-il dit, la voix tremblant juste assez pour paraître authentique. « Je coopère pleinement avec les autorités pour les ramener à la maison en toute sécurité. Je prie pour que leur mère reçoive l'aide dont elle a désespérément besoin. » Camille se tenait derrière lui, tamponnant des yeux secs avec un mouchoir, juste pour les faits. J'ai regardé cette mascarade depuis le bureau privé de Raphaël, mes mains froides, ma respiration irrégulière. Il tourne le monde contre moi, j'ai murmuré. Il tord tout. Raphaël a coupé le son de l'écran. Sa mâchoire était serrée de fureur. Il est désespéré. Les fausses accusations signifient qu'il manque de moyens pour contrôler le récit. Mon père arpentait la pièce, ses chaussures impeccables résonnant sur le parquet. Ce n'est plus seulement des relations publiques, Solange. Antoine veut une affaire fédérale. Si les accusations d'enlèvement tiennent, il obtiendra la garde complète et détruira votre crédibilité de façon permanente. La panique a commencé à croître en moi, comme un feu de brousse. Je n'ai pas enlevé mes enfants. Je suis leur mère. Je les ai sauvés. Raphaël s'est agenouillé près de ma chaise, son expression s'adoucissant. Et vous le prouverez. Mais pas en vous cachant. Je l'ai regardé, confuse. Que voulez-vous dire? Je dis qu'il est temps d'arrêter de fuir, a répondu Raphaël. Si vous restez caché, le monde croira son histoire. Mais si vous vous montrez, vivante, forte, en plein contrôle, vous briserez son mensonge d'un seul coup. Mon père a croisé les bras. Les membres du conseil du groupe Chevalier sont déjà nerveux. La pression publique déstabilisera l'entreprise. Si Solange apparaît, cela les forcera à remettre en question le leadership d'Antoine. J'ai dégluti. Ma gorge était serrée, mais pas de peur. Cette fois, c'était par une résolution naissante. Pendant des semaines, je m'étais reconstruite physiquement, émotionnellement, stratégiquement. J'avais appris l'architecture du pouvoir corporatif, les mécanismes de la manipulation médiatique, l'art silencieux de transformer la panique en avantage. Mais me montrer à nouveau en public, cela exigeait une force dont je n'étais pas sûre de posséder. Raphaël a semblé lire mon hésitation. « Vous ne les affronterez pas seuls, a-t-il dit. Je serai à vos côtés, et votre père gérera la contre-attaque juridique. » J'ai jeté un coup d'œil vers la pouponnière. À travers le verre dépoli, j'ai entrevu les légers mouvements de mes enfants endormis. Ils n'avaient aucune idée que le monde extérieur se déchirait en leur nom. Je me suis redressée. Que dois-je faire? Pour commencer, a dit Raphaël, vous vous montrez à Paris. Pas brisé, pas caché. Vous revenez avec dignité et laissez le monde décider qui semble le plus instable. Mon père a hoché la tête. Nous organiserons le transport sécurisé, la préparation médiatique, les conseillers juridiques. Il est temps de récupérer votre nom. J'ai inspiré profondément. Pour la première fois depuis l'hôpital, je me suis sentie présente, vivante, prête. Le lendemain matin, je me suis tenue devant le miroir, vêtue d'un simple manteau crème. Mes cheveux bouclés doucement, ma posture inébranlable. La vulnérabilité vivait encore derrière mes yeux, mais elle ne me définissait plus. La force, oui. Raphaël est entré dans l'embrasure de la porte, son souffle se coupant légèrement en me voyant. « Vous êtes prête ?» m'a-t-il dit. J'ai hoché la tête. Rentrons à la maison. Mais juste au moment où nous nous dirigeons vers la voiture qui nous attendait, le téléphone de Raphaël a vibré d'urgence. Il a vérifié l'écran, et son expression s'est assombrie. Quelque chose de vif, de dangereux. J'ai figé. Que s'est-il passé?
Raphaël a levé les yeux vers moi, la voix basse. Antoine sait que vous revenez. Et il tend un piège à Paris. J'avais imaginé revenir à Paris en douceur, me glisser dans la ville comme une ombre, récupérer mon récit par des pas mesurés. Mais au moment où Raphaël a révélé le piège d'Antoine, j'ai compris une chose clairement. Si Antoine voulait un champ de bataille, je choisirais l'arène. Et rien n'était plus public, plus impitoyable, ou plus scruté que le gala annuel de la Fondation Solidaire à l'Hôtel Plaza. C'était là que les puissants exhibaient leur pouvoir, là où les murmures pouvaient faire bouger les marchés, là où les réputations étaient bâties ou détruites sous la lumière des lustres. C'était aussi là qu'Antoine prévoyait de dévoiler son image de père célibataire endeuillé, cimentant pleinement son dossier de garde. Mon père m'a procuré une invitation sous un nom différent. Raphaël a géré la logistique, la sécurité, le transport, le timing, pendant que je me préparais pour la nuit la plus difficile de ma vie. Lorsque les portes de la salle de bal du Plaza se sont ouvertes, la pièce a éclaté dans une mer de diamants, de champagne et de spéculations murmurées. De grands arrangements d'orchidées blanches bordaient les marches de marbre. Un quatuor à cordes jouait près du grand escalier. Les flashs des appareils photo éclataient comme des éclairs. Antoine se tenait au centre de tout cela, beau, impeccable, vêtu d'un smoking noir sur mesure et d'un masque de noble solennité. À ses côtés, Camille Leroy, drapée dans une robe émeraude dos nu, sa main posée délicatement sur son bras comme une reine, prête à consoler un roi blessé. La presse était suspendue à chacun de ses mouvements. Monsieur Chevalier, des nouvelles de vos enfants disparus? Pensez-vous que Solange est assez stable pour s'en occuper? Antoine a soupiré lourdement, baissant les yeux. Je prie pour qu'elle reçoive l'aide dont elle a besoin. La sympathie dans la pièce a enflé comme une marée. Camille s'est penchée pour lui murmurer à l'oreille, ses lèvres se courbant en un sourire de vainqueur. Et puis, la foule a changé, les têtes se sont tournées, les voix se sont tues. Je suis entrée. Je portais une robe élégante couleur ivoire, simple mais d'une élégance dévastatrice, associée à une étole en velours doux qui encadrait mes épaules. Mes cheveux cascadaient dans mon dos en vagues souples. Je me suis avancée lentement mais avec confiance, soutenue par nul autre que Raphaël Mercier, qui marchait à mes côtés avec une certitude protectrice. Je n'avais pas l'air d'une femme qui avait fui. Je n'avais pas l'air instable. Je n'avais pas l'air brisée. J'avais l'air renaissante. Une onde a parcouru la salle de bal. Choc, incrédulité, curiosité. Les journalistes se sont rués instantanément. Mon Dieu, c'est Solange? Elle a l'air incroyable. Ils n'ont pas dit qu'elle était hospitalisée? Qui est l'homme avec elle? Le visage d'Antoine s'est vidé de sa couleur. Camille s'est raidie, sa poigne se resserrant sur son bras. Raphaël s'est penché légèrement, murmurant pour que seule Solange puisse entendre. C'est vous l'histoire maintenant. Pas lui. J'ai levé le menton, stabilisant ma respiration. Je n'étais pas venu pour intimider. Je n'étais pas venu pour me réjouir. J'étais venu parce que je refusais de laisser Antoine me définir. Plus jamais. La presse s'est précipitée vers moi. Les microphones tendus. Solange, où vous êtes-vous cachée? Avez-vous abandonné vos enfants? Comment réagissez-vous aux allégations d'enlèvement? Mon cœur battait la chamade, mais ma voix n'a pas tremblé. Mes enfants n'ont jamais été en danger, ai-je dit calmement. Et je ne les ai jamais fuis. Je me remettais d'une urgence médicale. Toute autre affirmation est un mensonge. Des halètements ont retenti. Les caméras ont cliqué furieusement. Antoine s'est jeté en avant, la panique brisant son apparence soignée. Solange, qu'est-ce que vous faites ici? Vous n'êtes pas bien. Vous ne devriez pas. Je me suis reculé, refusant de le laisser me toucher. La foule observait, électrique, affamée, subjuguée. Puis Monsieur Bertrand Dubois est entré derrière moi.
Les cadres l'ont remarqué immédiatement. Les membres du conseil se sont figés. Les investisseurs ont murmuré. Personne ne s'attendait à ce que M. Bertrand lui-même apparaisse. Et Antoine a su, à cet instant, que les marées tournaient. Mais avant que je puisse parler à nouveau, un agent de sécurité s'est approché de Raphaël, lui murmurant d'urgence à l'oreille. L'expression de Raphaël s'est assombrie. « Solange, a-t-il dit doucement, nous avons un problème. » Je me suis tourné, le pouls vif. Que s'est-il passé? Sa voix était basse, dangereuse. Quelqu'un vient de forcer la pouponnière où vos bébés sont censés être en sécurité. Si vous êtes encore là, à m'écouter, à travers ces souvenirs parfois si lourds, je me demande. Laissez un dans les commentaires, s'il vous plaît. Juste pour que je sache que je ne suis pas seule à me souvenir de tout cela. Votre présence, même silencieuse, m'apporte un tel réconfort pour continuer. Le silence étrange qui a figé la salle du gala au moment des mots de Raphaël, un silence si dense qu'il en était suffocant. Quelqu'un avait forcé la pouponnière. Un instant, les lumières des lustres au-dessus ont semblé vaciller, se brouillant en traînées d'or tandis que la panique me traversait les veines. Mes bébés, mes fragiles petits prématurés, laissés aux bons soins d'un personnel qualifié, cachés dans une aile sécurisée de la propriété de Raphaël, ils étaient maintenant en danger. « Raphaël, que voulez-vous dire par « forcer » ai-je murmuré d'urgence, ma voix tremblante. Avant qu'il ne puisse répondre, mon père, Monsieur Bertrand Dubois, s'est avancé, sa voix basse et impérieuse. « Expliquez-vous, maintenant. » Le chef de la sécurité de Raphaël s'est approché, gardant la tête baissée pour que les invités alentour n'entendent pas. « Monsieur Mercier, notre surveillance a déclenché une alerte il y a 20 minutes. Quelqu'un a tenté de contourner le verrou biométrique. Le système a verrouillé la pièce et initié le protocole. Mais, a fini Raphaël sombrement, Antoine connaît cet endroit. Ou quelqu'un de proche de lui. Mes genoux ont flanché. Je dois y aller. Je dois y aller maintenant. Raphaël m'a retenu par le bras, doucement mais fermement. Nous y irons, mais pas encore. Si vous courez d'ici en panique, Antoine gagne. Il le tordra comme une preuve d'instabilité. Mais mes bébés. Ils sont en sécurité, m'a assuré Raphaël, bien que la tension soit palpable dans sa voix. Les gardes privés de votre père ont réagi immédiatement. Personne n'est entré. Monsieur Bertrand a hoché la tête. Ils sont en sécurité, mais cela signifie qu'Antoine est en train d'escalader. L'air est devenu électrique, comme si toute la salle de bal sentait un changement. Antoine, remarquant le groupe qui se formait autour de moi, s'est avancé, Camille traînant derrière lui comme une ombre sombre. Solange, a-t-il dit fort, juste assez pour que les journalistes proches entendent. Vous semblez désemparé. Avez-vous besoin d'aide? Sa fausse préoccupation a suscité des murmures dans la salle. Je me suis tourné lentement pour lui faire face. Pour la première fois, je ne me suis pas sentie petite devant lui. Je ne me suis pas sentie impuissante ou écrasée. J'ai ressenti quelque chose de plus profond, une colère juste, une clarté aiguisée, et la férocité d'une mère. Ce dont j'ai besoin, ai-je dit calmement, c'est que vous arrêtiez de mentir à mon sujet. Les caméras ont flashé frénétiquement. La pièce s'est penchée. Le sourire d'Antoine a vacillé. Je ne dis que la vérité. Vous avez disparu. Vous avez abandonné nos enfants, et maintenant vous êtes ici pour faire une scène. J'ai disparu, ai-je coupé, ma voix ferme, parce que j'ai failli mourir en donnant naissance aux enfants que vous n'avez jamais pris la peine de visiter. La foule a halté. Même le sourire maquillé de Camille a vacillé. J'ai continué, vous n'êtes pas venu à l'hôpital. Vous n'avez pas demandé si j'avais survécu. Et maintenant vous prétendez être un père dévoué pour les caméras. Vous êtes un fraudeur, Antoine.
Les murmures se sont transformés en échos dans toute la salle de bal. Les narines d'Antoine se sont dilatées. Vous êtes instable. Tout le monde peut le voir. Mais j'ai fait un pas de plus, mes yeux ne clignant pas. Si quelqu'un ici semble instable, c'est bien l'homme terrifié par une femme qui refuse de garder le silence. La foule a éclaté, moitié halètement, moitié murmure. Mon père s'est tenu à mes côtés. Solange en a assez d'être la victime de vos jeux de relations publiques, Antoine. Et nous allons exposer chaque crime financier que vous avez enterré. La façade d'Antoine s'est visiblement fissurée maintenant, une vague de vraie peur sous la surface. Mais avant qu'il ne puisse répondre, le téléphone de Camille a vibré. Elle a jeté un coup d'œil à l'écran et son visage est devenu pâle. Raphaël l'a observé attentivement. Qu'est-ce que c'est ? Camille a dégluti difficilement. C'est un mandat. Sa voix tremblait. L'AMF vient d'ouvrir une enquête sur le groupe Chevalier. Les caméras ont flashé frénétiquement alors que les journalistes s'affolaient. Antoine s'est tourné vers Camille. Qu'avez-vous fait ? Mais avant que Camille ne puisse parler, les portes de la salle de bal se sont ouvertes en trombe. Un agent de sécurité s'est précipité à l'intérieur, balayant la foule du regard jusqu'à ce que ses yeux trouvent Raphaël. Il s'est hâté vers nous, essoufflé. Monsieur Mercier, monsieur, il y a eu une deuxième tentative de forçage. Mon cœur s'est arrêté. Où ? Ai-je murmuré. Le garde a dégluti difficilement, la voix tremblante. Au hangar de l'aéroport. Quelqu'un essaie de prendre vos enfants. La salle de bal a éclaté dans le chaos au moment où le garde a livré le message. Les invités chuchotaient derrière leurs mains ornées de bijoux. Les journalistes se sont élancés vers les sorties, et les flashs des caméras stroboscopiques traversaient les sols de marbre comme des éclairs. Mes jambes ont failli me lâcher. Une autre tentative. Quelqu'un essayait de voler mes bébés. Raphaël s'est avancé immédiatement, me saisissant les épaules avec une force stable. Solange, regardez-moi. Nous les récupérerons. Quiconque fait cela ne passera pas nos gens. Mon père est passé en mode commandement. Gardez le jet au sol. Verrouillez toutes les sorties du hangar. Assignez 2 équipes. Une sur le tarmac, une sur le périmètre. Bougez. La sécurité s'est dispersée en vagues coordonnées, parlant rapidement dans leurs oreillettes. Mais Antoine était figé, le choc traversant son visage pendant un bref instant non gardé. Je l'ai vu. La peur. La vraie peur. Antoine, ai-je dit sèchement, m'avançant vers lui. Si vous êtes derrière tout ça, si vous les touchez. Non, a-t-il claqué, la voix brisée. Je ne risquerai jamais. Mais Camille l'a coupé, tirant sa manche. Antoine, nous devons partir maintenant. Sa voix n'était plus douce ou calculée. Elle tremblait. Raphaël a plissé les yeux. Pourquoi est-elle si nerveuse ? Avant que quiconque ne puisse répondre, le téléphone de mon père a vibré. Un seul coup d'œil à l'écran a rendu son expression sombre. Ce n'était pas Antoine, a-t-il murmuré. Mon cœur a bondi. Que voulez-vous dire ? Mon père a levé les yeux vers Camille. Votre ami ici a été occupé. Camille s'est raidie, ses yeux dardant vers la sortie. Raphaël a fait un pas de plus. Camille, qu'avez-vous fait ? Elle a dégluti, le mascara tremblant au bord de ses cils. Je voulais juste un levier. Je ne savais pas que ça irait si loin. Le visage d'Antoine s'est tordu. Camille. Quel levier ? Sa façade s'est effondrée. J'ai vendu des informations sur l'emplacement des enfants. Pas pour leur faire du mal, juste pour avoir des informations sur la holding de Monsieur Dubois. Ils m'ont dit que c'était pour des négociations, pas ça. La pièce s'est figée. Mon sang s'est glacé.
Vous avez vendu mes bébés? La voix de Camille s'est brisée. Je ne savais pas qu'ils essaieraient de les prendre. Je pensais que c'était une affaire politique. Votre père a des ennemis, Solange. Des puissants. Il voulait le contrôle. Antoine a chancelé en arrière, dégoûté, ses traits se tordant. Vous m'avez trahi. Camille a ri amèrement à travers ses larmes. Vous avez trahi tout le monde, Antoine. J'ai juste appris des meilleurs. Les journalistes ont capté chaque mot. Les flashs ont éclaté sauvagement. Mon père s'est avancé, sa voix comme une lame fendant le bruit. La sécurité encercle le hangar, mais ceux qui sont derrière cela ont des ressources. Ils peuvent déjà être à l'intérieur. Ma vision s'est brouillée. J'ai senti mon cœur se déchirer. Nous devons y aller maintenant. Raphaël a hoché la tête brusquement. D'accord. Mon équipe nous fera passer par la sortie de service. Mais quand ils se sont tournés vers les portes, d'autres gardes se sont précipités à l'intérieur. Monsieur Mercier, a appelé l'un d'eux. Nous avons intercepté des images de surveillance. Il y avait 2 intrus. L'un a fui. L'autre est toujours à l'intérieur du hangar. J'ai agrippé le bras de Raphaël. Qui est encore là? Qui essaie de les prendre? Le garde a hésité, comme si la vérité elle-même semblait erronée. Puis il a parlé. Nous avons identifié l'intrus qui est resté. C'est une femme, la vingtaine, cheveux foncés. Le nom correspond au dossier. Mon poids martelé. Le garde a dégluti. C'est Chloé Leroy, la sœur cadette de Camille. Camille a halté, chancelant en arrière. Non, a-t-elle murmuré. Non, elle ne ferait pas ça, elle l'a promis. Mais le garde a continué, la voix sombre. Et elle tient un des bébés. La salle de bal est tombée dans un silence stupéfait, si lourd qu'il en était suffocant. Les jambes de Camille ont fléchi sous elle alors qu'elle couvrait sa bouche avec des mains tremblantes. Ma sœur, a-t-elle murmuré, horrifiée. Elle a pris un bébé? Le garde a hoché la tête sombrement. Elle a contourné le verrou de sécurité avec une empreinte biométrique dupliquée. Elle a dû copier l'empreinte digitale de Camille pendant qu'elle séjournait dans son appartement. Le visage de Camille s'est vidé de sa couleur. Je ne savais pas, Raphaël. Je jure que je ne savais pas qu'elle ferait une chose pareille. J'ai fait un pas en avant, ma voix tremblante mais assez aiguë pour percer le chaos. Où est-elle maintenant? Dans le hangar, a répondu le garde. Elle n'est pas partie, mais elle est instable, émotive. Elle demande à parler à certaines personnes. Quelle personne? A demandé Raphaël. À vous, a dit le garde. Et à Solange Dubois. Mon cœur battait douloureusement. Moi? Pourquoi moi? Le garde a hésité. Elle a dit. Vous êtes la seule qui mérite de connaître la vérité. Camille a chancelé en avant, agrippant mon bras. S'il vous plaît, n'y allez pas. Ma sœur, elle n'est pas bien. Elle a des antécédents de crise. Elle n'est pas violente. Elle est juste perdue. J'ai retiré mon bras doucement mais fermement. Elle a un de mes bébés. J'y vais. Raphaël s'est approché, la voix basse, protectrice. Vous n'y allez pas seul. Je viens avec vous. Mon père a hoché la tête brusquement. Mon équipe encerclera le périmètre. Nous gérerons l'extraction. Mais Solange, ne vous approchez pas d'elle à portée de bras à moins que je ne donne le signal. J'ai inspiré difficilement, mais ma résolution était solide. Je comprends. Antoine s'est soudain jeté en avant, la panique tordant ses traits. Je viens aussi. Ce sont mes enfants. Raphaël l'a bloqué instantanément, la voix froide comme de l'acier. Vous ne vous approcherez pas d'eux. Pas après ce que vous avez fait.
Le visage d'Antoine s'est déformé de rage. J'appellerai la police. Ils sont déjà en route, a coupé Monsieur Bertrand. Et ils viennent pour vous, pas pour nous. Vous avez créé ce désordre. Restez à l'écart. Les journalistes ont tout filmé. L'humiliation d'Antoine, l'effondrement de Camille, ma force croissante. Tout le gala s'était transformé en une scène, avec des millions de spectateurs en temps réel à travers les diffusions en direct. Raphaël m'a guidé vers la sortie, ses mains stables sur mon dos. Nous prendrons le couloir sud. Une voiture nous attend. Alors que nous avancions, les invités se sont écartés comme de l'eau autour de nous. Certains murmurant des prières, d'autres l'incrédulité. La femme photogénique et fragile qu'ils avaient jadis plainte marchait maintenant avec un feu féroce et silencieux. La poigne de Raphaël s'est légèrement resserrée alors que nous approchions des portes de service. Solange, quoi qu'il arrive dans ce hangar, restez derrière moi. Je ne laisserai personne vous faire du mal. Je l'ai regardé, rencontrant ses yeux. En eux, j'ai vu plus que de la détermination. J'ai vu de la peur pour ma sécurité. Une peur authentique, et quelque chose d'autre que je n'avais jamais vu diriger vers moi auparavant. Une attention non dite. Nous avons atteint le SUV noir qui nous attendait près du quai de chargement. La sécurité a ouvert les portes, et je suis monté, ma respiration tremblante alors que le moteur rugissait à la vie. Alors que le convoi filait à travers Paris, les sirènes rouges et bleues résonnaient derrière nous. La police se précipitait vers la même destination. Les lumières de la ville filaient à travers les fenêtres, or, blanc, cramoisi, reflétant l'urgence qui brûlait dans ma poitrine. Mon bébé, ai-je murmuré, tenant mon cœur. S'il te plaît, sois en sécurité. Raphaël a posé sa main sur la mienne sans hésitation. Nous les récupérerons. Je vous le promets. Mais alors que nous approchons du champ d'aviation, une autre équipe d'agents de sécurité a intercepté notre véhicule. Le conducteur a baissé la vitre. Un garde s'est penché, essoufflé et pâle. Monsieur Mercier, Solange, vous devez vous préparer. J'ai agrippé le bras de Raphaël. Que s'est-il passé? Le garde a dégluti difficilement, la voix tremblante. Votre fille, elle tient votre bébé au-dessus de la rampe de chargement ouverte. Ainsi se termine mon récit, l'histoire de Solange Dubois. Elle s'achève sur une côte normande, balayée par le vent, sous un ciel enfin apaisé. Mes enfants, en sécurité contre mon cœur. Antoine Chevalier avait tant. La fortune, la position, l'admiration de beaucoup. Mais il a choisi de voir le monde, et les êtres, à travers le prisme de son ambition, de sa propre peur. On se demande parfois, ces choix, faits dans l'orgueil, dans l'aveuglement, à quel prix les paie-t-on? Quelles vérités finissent par éclater, même les plus enfouies? Peut-être avez-vous, vous aussi, traversé des tempêtes, des déceptions, ou des renaissances inattendues. Vos pensées, les leçons que vous en tirez, sont précieuses. J'aimerais beaucoup lire ce que cette histoire a éveillé en vous, là, dans les commentaires. Si ces mots vous ont touché, si mon récit a résonné en vous, un simple geste, un « j'aime », un partage, ou le fait de vous abonner à « La Revanche Silencieuse », c'est comme une main tendue. C'est me dire que nous ne sommes pas seuls, vous et moi, à cheminer à travers les histoires, parfois si complexes, de la vie. Pour l'instant, je vous laisse avec ce souvenir. Et je vous dis, à bientôt, peut-être, pour d'autres murmures de l'âme. Cette vidéo est une histoire de fiction inspirée d'expériences de la vie. Elle n'a pas pour but de juger qui que ce soit, mais d'inviter calmement à réfléchir sur la manière de vivre et sur nos relations avec les autres. Les personnages, les noms et les lieux n'ont aucun lien avec la réalité et ont été modifiés afin de ne porter préjudice à personne. Puissiez-vous, à travers cette histoire, prendre un instant pour vous souvenir de votre propre vie et des personnes qui vous sont chères.